Pourquoi faut taper le reptilien du client? Parce que c'est celui qui va autoriser le oui. Ça veut dire que votre client ne vous écoute plus. Et donc le reptilien s'est rendormi. Parle-moi de moi avant de me parler de toi. Il n'y a pas mieux qu'un client qui vous vend. Donc soyez tournés vers les autres, soyez curieux, authentiques, intéressez-vous. C'est un métier passionnant et donc c'est là que je marque, au début et à la fin. Bonjour à tous, je suis Corentine Berne, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, agence spécialisée en développement commercial B2B, et vous êtes sur le podcast We Are Sales. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Carole Poira. Enchantée. Bonjour Carole, je dis pas enchantée parce qu'on se connaît déjà. Bah oui, bonjour Corentine, merci de ton invitation. Alors nos auditeurs, eux, n'ont pas la chance de te connaître, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je suis présidente et fondatrice de ComSense, conférencière et formatrice en neurosciences et vente. Je fais du conseil, de la formation, de l'animation aussi d'événements et je m'intéresse aux neurosciences depuis 3 ans et je les relie au métier de la vente. Alors c'est d'autant plus important de te recevoir aujourd'hui, Carole, parce que effectivement, on enregistre en mai 2025 pour ceux qui nous écoutent plus tard, et ce que l'on constate en tout cas depuis Q4 2024, c'est que les cycles de décision, pour X ou Y raison, mais là n'est pas le débat, se sont rallongés. Or, le boulot du commercial, c'est justement de faire prendre une décision, de mener en fait à l'action. Je crois d'ailleurs que tu nous rappelles l'origine du mot. Alors, on fait prendre des décisions avec 2 choses, avec la confiance et les émotions. C'est ce que tu vas nous dire. La confiance et l'expertise. La confiance et l'expertise. Et donc la confiance, c'est l'empathie et l'expertise. La confiance, c'est effectivement l'empathie et l'expertise. Et les émotions. Et l'origine du mot émotion, tu nous le rappelles ? Alors, l'origine du mot émotion, en latin, veut dire movere, ça veut dire passer à l'action. Ce qui veut dire que sans émotion, on ne peut pas passer à l'action. Donc, c'est ce que l'on apprend aujourd'hui avec toi, c'est qu'on passe à l'action non pas par notre raisonnement, mais en tout cas, grâce à nos émotions. Par les émotions. L'action est la partie du cerveau qui héberge les émotions et la même partie du cerveau qui héberge le comportement de l'Homo sapiens. Donc, ce que l'on va revoir avec toi aujourd'hui, c'est comment on va créer ces émotions pour être encore plus efficace et réduire le time to close, d'autant plus que, et c'est toi qui le rappelle aussi, tu l'as lu, je crois, sur LinkedIn, en vente complexe et multi-interlocuteurs, aujourd'hui, on est passé même de combien ? De 8 à 11 interlocuteurs. LinkedIn a publié une étude en avril 2024 qui montre que maintenant, sur une décision d'achat complexe, moi je parle d'achat, il y avait 8 interlocuteurs, on est passé à 11. Donc forcément, ça augmente le cycle de vente puisque plus de personnes sont impliquées dans la décision. Mais qui prend la décision, c'est bien la difficulté du vendeur parce que c'est pas toujours évident et c'est pas l'IA qui va nous apprendre qui prend les décisions dans une entreprise. Ça, je tiens à le préciser. C'est pas une IA qui va acheter. C'est pas une IA qui va acheter pour l'instant. Tant qu'il y aura des humains en face de nous qui vont acheter, effectivement, il faudra travailler notre intelligence émotionnelle. Il y a 3 sortes d'intelligence d'ailleurs, émotionnelle, situationnelle et rationnelle. Et rationnelle. Voilà. Et donc, ce sont 3 parties différentes de notre cerveau. Tout à fait. C'est ça. Donc, la partie, l'intelligence, je dirais situationnelle, c'est le reptilien. L'intelligence émotionnelle, c'est le limbique. Et l'intelligence rationnelle, c'est le néocortex. C'est le néocortex. Donc, l'IA va aller effectivement supplanter une partie de l'intelligence rationnelle. Mais c'est pas celle qui fera prendre la décision à votre client. Donc oui, elle est importante cette IA, mais ce qui fera prendre la décision à votre client, c'est la confiance. Et la confiance, c'est quoi ? C'est l'empathie. Et l'empathie, c'est quoi ? C'est créer de la relation. Et l'IA va pas créer de la relation. L'IA, elle va pas aller déjeuner avec votre client. L'IA, elle va pas poser forcément les questions sur le bon ton. L'IA, elle va pas aller jouer au golf avec votre client. Donc, et c'est cette partie-là qui fait qu'un client a envie de travailler avec vous. Donc ça va bien avec ce que l'on répète nous tous les jours chez Dreamcatcher Sales, ça c'est remettre l'humain au cœur des affaires, et donc on ne va pas être remplacé, les commerciaux ne seront pas remplacés par l'IA en tout cas. Tant que c'est pas l'IA qui prend la décision d'achat.
D'accord. Bon, nous y reviendrons sur l'IA. Le cœur de notre podcast aujourd'hui, c'est vraiment donc les émotions. Comment va-t-on créer des émotions pour faire acheter? Alors avant de parler de créer des émotions, pour que le limbique puisse fonctionner, il va falloir premièrement rassurer euh, une partie du cerveau primaire qui s'appelle le reptilien. D'accord. Donc le reptilien, il sert à quoi? Il a 3 rôles. Le premier, c'est de veiller à notre survie. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on est entouré de dangers. Et donc, comment on va faire en sorte que le reptilien veille à notre survie? Donc, le reptilien, il s'intéresse qu'à lui. Il est égoïste. Mais c'est pas parce que nous sommes égoïstes, c'est parce que nous avons besoin de survivre. Donc, ça veut dire que le reptilien, il faut lui parler que de lui. Donc, l'implication pour le vendeur, il faut qu'il se concentre uniquement à parler de son client. Je vous donne un exemple. Arrêtez de dire nous faisons ça, nous sommes les meilleurs, nous sommes les leaders, ça marche pas, ça énerve. Et on a la règle des 5 vous. Les 5 premières phrases quand vous êtes devant un client doivent commencer par vous. Et retournez, messieurs et mesdames les vendeurs, retournez votre façon de faire vos phrases en parlant du client sans commencer à parler À l'oral comme à de l'écrit, vous. c'est-à-dire À que ce soit en l'oral comme à présentation. l'écrit, tout à fait. D'accord, ok. Donc c'est parle-moi de moi avant de me parler de toi, et tu me parleras de toi quand je te donnerai l'autorisation de parler de toi. Le deuxième rôle du reptilien, c'est je recherche le danger. Donc imaginez un reptile qui cherche un danger. Pourquoi? Parce qu'il est là pour nous protéger. Et le danger, c'est quoi? Un exemple de danger quand vous êtes dans une relation commerciale, ou en tout cas dans une relation où vous voulez vendre. Dans une démo, une présentation. Voilà, une discussion, même un mail. Le danger, c'est que je comprends pas ce que tu me dis. Donc si tu me parles chinois, ben, je vais pas comprendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je m'adresse à un client, il faut que je parle son vocabulaire. Et notamment, quand vous vous adressez à des acheteurs, faut parler un vocabulaire achat. Donc il faut aller se former. Comment parle un acheteur? Quand vous parlez à un directeur financier, il faut parler un vocabulaire financier. Un directeur de IT, il faut lui parler un langage IT. Parce que sinon, je ne comprends pas. Je vais utiliser son vocabulaire, le vocabulaire de son entreprise, le nom de ses BU, le nom de ses organisations, et pas le vocabulaire de mon entreprise. Pourquoi? Parce que je ne vais pas comprendre. Si je ne comprends pas, il se passe quoi? Danger. Le reptilien va développer un neurotransmetteur que l'on appelle l'adrénaline. L'adrénaline amène 2 comportements chez Homo sapiens. Le premier, c'est le vendeur a de la chance, c'est le combat. Ce qui veut dire que votre client, il va vous dire, bon alors là, attendez, je comprends rien, recommencez, parce que là, Et là, la je suis vente perdu. commence. Le combat, à la limite, c'est la vente. C'est l'avance, en tout cas, c'est la deuxième chance qu'on donne au vendeur. D'accord. Mais ça veut dire que le vendeur, il faut qu'il ait l'intelligence de se dire, on ne m'a pas compris. Et on entend souvent des vendeurs qui disent, le client comprend rien, mais remettons-nous en question. Comment on a délivré notre message. C'est de sa faute, oui. Donc ça, c'est quand on a de la chance, l'homo sapiens en face de nous, il va nous combattre. Quand on a beaucoup moins de chance, l'homo sapiens en face de nous, qui a développé donc de l'adrénaline, il prend la fuite. Il prend la fuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre client ne vous écoute plus. Et donc le reptilien s'est rendormi. Mais là, il y a encore moyen de s'en apercevoir et de corriger. On peut effectivement s'en apercevoir et demander à son client, qu'en pensez-vous? Et donc on va effectivement valider par cette question s'il a continué à écouter et s'il a compris ce qu'on voulait lui dire. Mais pour éviter ça, entraînons-nous, préparons nos interactions avec le vocabulaire du client, de son environnement. Comment on fait quand on a une armée mexicaine devant nous et qu'on a justement différentes fonctions? L'acheteur, le DAF, l'acheteur il est peut-être pas, il est jamais vraiment en même temps, mais bon bref. Le DAF, donc le DAF, le DSI, etc., etc. Donc là, on a plein d'éléments de langage différents à apporter. Exactement. Et on se débrouille pour reformuler la même info. On se débrouille pas, on prépare. On ne se débrouille pas en vente. On prépare. Et on a un mot pour chacun. Parce que quand vous êtes dans un multi-interlocuteur, même si vous avez fait un bon mapping de compte, qui est la base, dans les entreprises, tout change tout le temps.
Et ce que l'intelligence rationnelle, donc l'IA, ne peut pas deviner, c'est qui prend la décision. À la limite, vous pourriez, certes, parfois vous savez qui va prendre la décision, mais pas toujours. Et vous ne savez pas qui aime qui n'aime pas qui. Et c'est là que le commercial doit passer son temps à grenouiller, poser des questions pour comprendre les gouvernances et ce qui se joue dans l'entreprise. Plutôt que d'effectivement utiliser l'intelligence artificielle pour remplir son CRM, pour faire un mail, pour préparer une BR, même si effectivement je dois repasser derrière. Je peux avoir effectivement ChatGPT 4 qui me prépare mes slides qui sont envoyés pour lecture au client. Mais ça, j'ai pas besoin de mon intelligence pour ça. Le temps que je gagne ici, il faut que j'aille le passer à grenouiller en interne, tisser des liens pour savoir qui prend la décision. Mais c'est pas toujours simple. C'est la partie la plus difficile. Parce que du jour au lendemain, 3 jours avant peut-être votre soutenance, il y a eu un changement dans l'entreprise, vous avez un des cadres qui s'est fait sortir, et puis ça va très vite à ce niveau de poste. Il y a eu du turnover. Il y a eu un turnover, il y a eu quelqu'un qui a fait quelque chose qui fait que ça va générer un conflit, une haine, et peut-être que la personne qui vous aime bien d'un seul coup est détestée de tous, donc... Et les influences sont plus les mêmes. Et les influences sont plus les mêmes. Donc, j'ai un mot pour chacun. Et ça, c'est ce que je dis dans mes formations, j'ai un mot pour chacun. Monsieur le CFO, cette solution vous permettra de... Monsieur le CRH, cette solution vous permettra de... Monsieur le directeur de l'IT, cette solution vous permettra de... Je ne fais l'impasse sur personne parce que je ne sais jamais ce qui se joue dans une entreprise parce que je suis pas dedans. Et lors de la soutenance, juste avant de terminer sur le 3e rôle du reptilien, quel conseil tu donnerais pour la présentation écrite ? C'est-à-dire parce que les éléments de langage, c'est pareil, ils doivent être sur les slides aussi. Est-ce qu'il doit y avoir du coup des mots différents ou pas de mots, par exemple ? Alors, moi, je prône les slides au minimum. Ouais. Il y a une présentation écrite qui a été envoyée avant. Il va y avoir une présentation écrite qui sera envoyée après. Le show, il n'y a pas de présentation ou des images. Et j'expliquerai pourquoi des images. Alors, ça me permet de rebondir sur le reptilien, le 3e rôle du reptilien d'ailleurs. Donc, survie, danger. Danger et économie d'énergie. Donc, l'économie d'énergie, le cerveau est l'organe, un des organes les plus légers dans le corps. Il pèse 10% du poids du corps, mais il consomme 25% d'énergie du corps. Ok. Donc, ce qui veut dire que notre reptilien, il passe son temps à essayer d'économiser de l'énergie. Et d'ailleurs, je fais référence à un livre qui s'appelle L'ère de la flemme que je viens de terminer d'Olivier Babot, même si je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, puisque c'est un petit peu réactionnaire parfois. Il parle justement de cette économie d'énergie et qu'on est de moins en moins dans l'effort. Mais de toute façon, le reptilien cherche à économiser de l'énergie. Et une des actions les plus énergivores, c'est la prise de décision. Donc, so what pour le vendeur, ça veut dire qu'il doit simplifier la compréhension. Et je reviens sur ta question des slides. Quand vous mettez des mots, quand vous mettez des phrases qui se passent dans le cerveau d'Homo sapiens, c'est qu'il va premièrement déchiffrer les lettres, ensuite déchiffrer le premier mot. Il va faire la même chose sur le nombre de mots qu'il y a dans une phrase. Et ensuite, il va déchiffrer la phrase. Et ensuite, il va interpréter la phrase. Ok ? Quand vous avez une image, et c'est pour ça que vous connaissez l'expression « une image vaut 1000 mots », oui. Vous mettez une image, un chiffre, et vous parlez dessus. Pourquoi on fait des slides écrites ? Pour des mauvaises raisons. Parce que le vendeur n'a pas assez travaillé, n'a pas assez préparé. Et donc, lui, veut se rassurer. On n'est pas là pour se rassurer. On est là pour rassurer le client, pour qu'il prenne une décision rapidement. Et pour pouvoir prendre une décision rapidement, il faut que les explications et le bénéfice qu'on lui montre soient simples à comprendre. Si vous prenez des exemples de success story dans la vie, je prends Uber. Parce que le B2C et le B2B, c'est la même chose, on reste des sapiens. Le B2B, ça s'inspire du B2C, de toute façon. Mais de toute façon, ça reste des sapiens. Exactement. Uber, pourquoi ça a marché ? Parce que c'est simple. Et tout ce qui est simple, ça marche. Et en plus, si vous lisez ce livre sur l'ère de la flemme, vous allez comprendre que c'est de plus en plus le cas.
C'est-à-dire on est moins enclin à faire des efforts. Donc, de toute façon, tout doit être de plus en plus simple. On est dans la génération du zapping. Donc, le vendeur doit s'adapter aussi, fournir des réponses très claires et très simples. Celui qui continue en revanche à fournir des efforts, c'est bien le vendeur. On est d'accord. Exactement, toujours. Et finalement, pour le reptilien, pour répondre à savoir parler aux reptiliens de nos interlocuteurs, il y a une règle qui est indispensable, c'est se préparer. C'est ce que tu nous dis depuis le début. Bien sûr. Et c'est vrai que moi, il y a une phrase que je répète régulièrement dans le podcast notamment, c'est si tu oublies de te préparer, prépare-toi à être oublié. Exactement, c'est bien. Moi, je connais pas cette phrase, mais je l'aime beaucoup. C'est se préparer, et puis c'est aussi l'intelligence. C'est quoi? C'est de simplifier. C'est facile. Puis en France, on est un pays d'ingénieurs, donc on adore over-complexifier tout, parce que ça montre qu'on est intelligent. Mais non, en fait, l'intelligence, c'est justement de rendre quelque chose de complexe simple et entendable par tous. Les experts, c'est le vendeur. Il a une solution. Quoi qu'il vende, c'est lui l'expert. Et justement, sa capacité à se mettre au niveau de compréhension de son interlocuteur, qui n'est pas l'expert. L'interlocuteur, l'acheteur, il a un problème. L'expert a la solution. Et c'est justement de faire en sorte d'aller créer une émotion, mais on reviendra sur l'émotion après. Je voudrais citer un exemple sur le reptilien de quelqu'un qui a très très bien compris le reptilien. Ça reste dans le B2C, mais c'est une marque que tout le monde connaît qui s'appelle Apple. En 1972, Steve Jobs est dans un air Power Flower, années 70. C'est l'époque. Il est en relation avec une chanteuse qui a une guitare folk qui s'appelle John Baez, et ils sont dans la recherche de spiritualité, les nouvelles drogues. On est vraiment dans l'ère Woodstock. Et John Baez et Steve Jobs décident de partir découvrir le monde oriental. Et ils partent 6 mois dans un ashram en Inde pour méditer, pour essayer de développer leur conscience spirituelle, leur spiritualité, leurs émotions, etc. Et donc Steve Jobs rencontre beaucoup de moines, il médite beaucoup, et il s'aperçoit que contrairement à la culture occidentale qui est très axée sur le néocortex, donc souvenez-vous du « je pense donc je suis » de Descartes, il s'aperçoit que la culture indienne est beaucoup plus axée sur les émotions, sur la spiritualité, sur le limbique et sur le reptilien, et surtout sur le reptilien, la partie intuitive. C'est vrai que la culture orientale, si tu es déjà allé dans ces pays-là, que ce soit la Chine, le Japon, l'Inde, on est beaucoup plus sur les intuitions. D'ailleurs, la médecine chinoise, elle est beaucoup plus axée sur les émotions, l'intuition, que la médecine occidentale qui nous amène beaucoup plus de chimie. Donc la partie scientifique néocorticale. Et donc, il fait cette découverte, Steve Jobs. Et quand il rentre, 2 ans après, il fonde une société que tout le monde connaît qui s'appelle Apple. Et aujourd'hui, quand vous regardez les produits i, donc ce soit à notre époque, on avait l'iPod, il y a eu ensuite l'iPad, il y a eu l'iPhone, etc. Et aujourd'hui, Corentine, si tu as un enfant de 2 ans qui sait ni parler, ni écrire, ni manger tout seul, ni marcher, il n'a que des fonctions intuitives, puisque de toute façon, le cerveau cortical n'est pas développé chez un enfant. C'est pour ça que parfois on dit les enfants sont pas très intelligents. Bah, c'est un peu normal, parce que le néocortex, c'est pas fini. Le néocortex, il se finit vers 25 ans. Donc cet enfant, qui sait ni marcher, ni lire, ni parler, ni écrire, fonctionne à l'intuition. Et il sait se servir de n'importe quel outil, iPhone, iPad, parce que Steve Jobs a su interpréter dans les designs produits tout ce qu'il avait appris pendant ces 6 mois en Inde. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Steve Jobs a été le premier à faire des produits électroniques sans notice d'utilisation. Tous les produits électroniques avant, donc Samsung a copié depuis, mais avant, quand vous achetiez n'importe quel produit, un fer à repasser, une machine à laver, une télévision, vous avez une notice d'utilisation. Quand il y a besoin d'une notice d'utilisation, ça veut dire que le design s'est appuyé sur le fonctionnement du néocortex
quand vous n'avez pas de Il y en a pas mal. d'utilisation, et il y en a pas mal. Et Apple, Oui. le succès d'Apple, c'est ça, mais c'est aussi leur façon de communiquer, mais on en reviendra peut-être plus tard. Je voulais juste donner cet exemple pour que ça parle à tout le monde, qu'effectivement, le reptilien, c'est l'intuition. Et quand vous allez à taper le reptilien, pourquoi faut taper le reptilien du client? Parce que c'est celui qui va autoriser le oui dans l'acte d'achat. Et on verra le rôle du cortex après. Mais s'il n'autorise pas le oui, c'est mort. Donc, en conclusion, ce que tu nous dis par rapport à l'histoire aussi de Steve Jobs, c'est que le je ressens donc je suis beaucoup plus important et plus fort que je pense donc je suis. Alors effectivement, mais ça c'est pas Steve Jobs, ça c'est Steve Jobs était vraiment sur ce reptilien. On va parler maintenant du limbique. Et donc c'est Antonio Damasio. Donc qui est Antonio Damasio? C'est un professeur de neurosciences, c'est un neurologue qui fait une découverte effectivement en 1994 sur l'importance des émotions dans la prise de décision. Et d'ailleurs, récent d'ailleurs, 1994. Exactement, c'est très récent. Mais les neurosciences, c'est très récent. C'est pour ça que faut pas en vouloir à Descartes qui nous disait je pense donc je suis. Il n'y avait pas de neurosciences à cette époque-là. Donc il fait cette découverte en 94 et il dit, et d'ailleurs le mot émotion veut dire movere en latin. Donc passer à l'action. Ok. Et donc il fait cette découverte et il se dit, sans émotion, et il écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, et il dit effectivement, tu as raison, je ressens, donc je suis. Et donc il dit, nous ne sommes pas des bêtes, des machines à penser qui ressentons, nous sommes des machines à ressentir qui pensons. Tout à fait différent. Donc il prend le problème à l'envers, enfin la situation à l'envers, même si c'est pas un problème. Et je vais te raconter une histoire, une expérience. J'en ai plein des expériences, mais on va se concentrer sur une. Il prend 12 autistes Asperger qu'il met dans une salle. Donc un autiste Asperger, il a un néocortex très développé. Donc la partie pense, et il a effectivement une partie limbique sous-développée, donc la partie ressenti. Il les met dans une pièce et il leur donne le scénario suivant. Vous avez très faim, il est 19h, vous devez absolument sortir pour aller dîner, impossible de dîner chez vous, et il pleut des cordes dehors. Et vous avez une première option, c'est d'aller dîner au restaurant qui est en bas de votre immeuble. Il y a même un accès souterrain pour aller au restaurant, donc vous ne serez pas mouillé. Et puis vous avez une deuxième option. Puis sur le premier restaurant, il dit le restaurant est quasi vide. Et vous avez une deuxième option, c'est de parcourir 4-5 rues pour aller dans un restaurant qui est quasi plein. Je souhaiterais savoir où vous souhaitez aller dîner. Il les laisse, il sort de la salle et il les laisse discuter, réfléchir pendant 15 minutes. Et il revient dans la salle. Et il leur dit, alors, est-ce que vous avez pris une décision de savoir où est-ce que vous voulez aller dîner? Et à ton avis, Corentine, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 minutes? Quelle est la décision de ces 12 autistes Asperger? J'imagine qu'ils n'en ont pas pris. Exactement, ils n'en ont pas pris. Pourquoi? Parce que y a pas de ressenti, il y a pas d'émotion. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé avec le cerveau qui est développé chez eux, c'est-à-dire le néocortex. Et donc, ils ont pris le plus et le moins de l'avantage et l'inconvénient du restaurant A et l'inconvénient du restaurant B. Et ils ont fait comme Rain Man dans le film, pour les boomers qui connaissent. Je connais, du coup. Voilà, donc tu connais. Et ils sont passés d'une hypothèse A à l'hypothèse B parce que effectivement, chacun rationnellement a un côté positif et un côté négatif, sans prendre de décision. Et je pourrais te raconter beaucoup d'expériences, donc je conseille à ceux qui souhaitent poursuivre la connaissance de ce cerveau, de lire l'erreur de Descartes d'Antonio Damasio. Donc le limbique, il va héberger effectivement les émotions. Et donc le syndrome d'Asperger, pardon, du coup c'est parce que justement il y a le limbique qui ne fonctionne pas, hein, c'est ça? Il fonctionne moins. Il fonctionne moins. Et le néocortex
est beaucoup plus Ouais. développé. Donc, on est dans le D'où rationnel. l'impossibilité de prendre une décision. Voilà. D'accord. Alors, l'impossibilité de prendre une décision, ce que précise Damasio, une décision qui est bonne pour nous. D'accord. Ok. Donc, c'est vraiment de se dire. Donc, on dit souvent. La vente, c'est de la manipulation. Ah, moi, on me le dit souvent dans les formations, mais Carole, C'est de l'influence. tu nous apprends. Exactement. La manipulation, c'est quand on veut faire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas bonne pour lui. Ouais. Quand on veut prendre une décision à quelqu'un qui est bonne pour lui, ce qu'on appelle de l'influence et pas de la manipulation. Pour moi, de la vente, c'est de l'influence. Nous sommes des influenceurs. Oui, bien sûr. Et la différence est majeure. Ouais. Effectivement, il y a des arnaques. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent. Si on raisonnait et si on prenait nos décisions avec le néocortex, il n'y aurait pas d'arnaque, il n'y aurait pas de gourou, il n'y aurait pas de secte. Donc, soyez fiers, encore une fois, des fonctions commerciales. Exactement. Parce que vous êtes des influenceurs, mais pour le bien de votre interlocuteur. Exactement. Vous êtes là pour l'aider à résoudre un problème. Et on a effectivement ensuite la roue de Plutchik qui nous dit qu'il y a 8 émotions. Donc, c'est là-dessus que Damasio... Quelles sont-elles ? Alors, on a le premier, on a la joie, on a la peur, on va avoir le dégoût, on va avoir l'anticipation, on va avoir la colère, on va avoir la tristesse et on va avoir la surprise et enfin la confiance. Donc nous, c'est ce que le vendeur veut. Bah, le vendeur, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut de l'amour. Et l'amour, c'est quoi ? Bah, c'est de la joie et de la confiance. Et il veut aussi du désir. Désir, il veut aller déclencher. Donc le désir, c'est quoi ? C'est la joie et l'anticipation. L'anticipation du plaisir ou l'anticipation de la joie. Le plaisir n'est pas une émotion. La joie est une émotion. Et donc, qu'est-ce qu'on veut aller générer, nous ? On va aller générer cette fameuse dopamine. Dopamine qui est un neurotransmetteur. Alors, il y a beaucoup d'erreurs. Tout le monde dit que c'est le neurotransmetteur du plaisir. Non. C'est le neurotransmetteur de la projection du plaisir, à savoir le désir. On veut que le client désire implémenter notre solution, acheter notre produit. Et on veut aussi générer ce qu'on appelle le deuxième neurotransmetteur, c'est la neuropinéphrine. La neuropinéphrine, c'est le neurotransmetteur que l'on va déclencher quand on a peur. Alors, comment on fait pour activer tout ça ? On va faire comprendre aux clients que s'il n'implémente pas, s'il ne résout pas son problème, ça va lui poser à lui des problèmes. Donc il y a 4 grands types de peurs. Hein. Il y a la peur de pas contrôler, la peur de pas être écouté, la peur de pas être reconnu et la peur de pas savoir. Et c'est là que nous, Homo sapiens, dans notre étape de qualification, il faut qu'on aille chercher quelle peur a notre interlocuteur. Ça va dépendre de son expérience, de la façon dont il travaille, de la longévité dans l'entreprise. Parce que quand on vient d'arriver, on veut peut-être aussi prouver des choses. On n'a pas les mêmes peurs que quand on n'a pas les mêmes peurs. Et puis, qui l'a recruté ? Est-ce que c'est le président qui l'a nommé ou est-ce que c'est le DRH qui l'a recruté ? C'est pas du tout. Et c'est ça que l'IA peut pas savoir. Et c'est ça qu'il faut que nous, on aille chercher. Donc, on va générer cette peur. Et puis, la peur, il y a aussi la peur de pas avoir la solution, la peur de pas faire et la peur de mal faire. Et donc, ce qu'on appelle des méthodes d'anti-vente. Monsieur le client, vous n'êtes pas assez mature pour notre solution. Et donc, je vais aller déclencher une tension. Ça veut dire quoi de déclencher une tension ? C'est quand c'est trop facile, ça n'a pas de valeur. Dans vos relations intimes, c'est pareil. Si c'est trop facile, ça n'a pas de valeur. Il y a moins d'intérêt. Donc, je vais aller dire au client, oui, je te fais rêver. Oui, ta vie avec moi va être meilleure, donc le désir. Mais en même temps, toi, il va falloir que tu t'engages. Donc, il va falloir que tu me donnes de l'argent. Plus envie de faire d'efforts, tu disais. Ouais, alors, mais l'effort, tu t'engages, mais je vais te faciliter la vie. Il a plus envie de faire d'efforts pour comprendre. Donc, c'est simple. D'accord. En revanche, il va falloir qu'il fasse un effort, c'est-à-dire qu'il vous donne quelque chose. Donc, il va vous donner de l'argent puisqu'on est en vente. On est dans des relations commerciales. Ok ? Donc, oui, tu veux ma solution. Et toi, de l'autre côté, il va falloir que tu donnes de l'argent. Ou que tu t'investisses aussi pour que ça marche. Ça veut dire que tu mettes des ressources. Parce qu'effectivement, on peut acheter une solution, mais il faut faire en sorte que ça marche. Les gens qui vendent de l'IT vont comprendre mon message. C'est bien de vendre une solution, mais il faut qu'elle soit utilisée si vous voulez renouveler les licences l'année prochaine. Et oui. Donc, il faut aussi que votre client, au-delà de vous fournir de l'argent, il va falloir qu'il fournisse aussi
des ressources pour implémenter et de faire en sorte qu'il y ait une adhésion à l'utilisation de la solution que vous Ça, avez c'est le vendue. travail du customer success en général. Exactement. Ouais. Mais ça reste de la vente. Comment va-t-on créer les émotions? Comment va-t-on créer les émotions que l'on veut aller chercher? Donc la peur et le désir. Eh ben, c'est très simple. C'est très simple. La réponse est très simple, mais malheureusement, elle n'est pas beaucoup appliquée dans les entreprises. On va aller raconter des histoires. Alors pourquoi c'est le storytelling qui crée l'émotion? Est-ce que tu sais pourquoi, Quentin, c'est le storytelling qui crée l'émotion? Ça fait penser à l'enfance. Exactement, c'est exactement ça. On revient sur notre enfant que Steve Jobs a bien compris, la partie intuitive. Je sais pas lire, je sais pas manger tout seul, je sais pas parler, je sais pas marcher. Donc je suis sur l'intuition et je suis uniquement sur mon reptilien et mon limbique, ce qu'on appelle le cerveau primaire, c'est les deux, reptilien et limbique. Et on me raconte des histoires. Et c'est mes premières expériences avec les émotions. Et le petit chaperon rouge, on sait qu'à un moment donné, il va se faire dévorer par le loup, presque, et on a envie d'y aller. Et même si on connaît cette émotion, on redemande parce qu'on a envie de revivre des émotions qui sont des émotions de peur. Ou même quand on regarde plus tard dans les histoires, un film, on sait, un film d'horreur, on est comme ça, on se cache, mais on a envie de voir et pas voir. Et on aime se faire peur. Okay? Et on aime aussi, et pourquoi on aime les happy end story? Parce qu'on aime aussi quand ça va bien. Ça se termine bien. Et ça se termine bien parce que ça procure une émotion positive. Et donc effectivement, quand on est en vente, ce qu'on veut aller développer chez notre client, c'est des émotions positives pour que il se projette dans l'histoire avec nous. Je veux être le héros de l'histoire que tu me racontes. Demain, je veux avoir exactement le même succès que le héros que tu as créé ou que tu as inventé, et je veux me projeter. Et donc, c'est comme ça qu'on va aller créer des émotions. Et on va aller créer des émotions aussi en parlant de lui. Il faut que l'histoire que vous racontiez à votre client puisse être suffisamment probante et surtout que ça lui parle de lui. Donc dans le storytelling, on parle de lui. On parle de lui. Et on donne le why. Alors le why, c'est encore différent. Je reviendrai après sur le why, mais sur le storytelling, il faut aller chercher de l'émotion, mais il faut effectivement aussi, parce que le néocortex, et on va en parler, Corentine, il y a une troisième partie du cerveau qui est l'intelligence rationnelle, donc notre néocortex. Il faut que votre histoire elle tienne debout. Parce que Corentine, je t'aime bien, donc j'ai envie de te voir, j'ai envie de passer du temps avec toi. En revanche, si tu me racontes une histoire qui tient pas debout, ça veut dire que t'as pas l'expertise, et donc la confiance, elle va pas être là non plus. Ok ? Rappelez-vous, confiance égale empathie, expertise. Donc empathie, tu me parles de moi, donc je t'aime bien. Tu me racontes une histoire qui me parle d'un héros qui me ressemble, donc je t'aime bien. Mais ton histoire tient pas la route, où je me dis, oula, mon néocortex arrive. Et il dit, oula, là, 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 là. Donc là, on arrive sur l'expertise, le néocortex. Exactement. Okay. Donc le néocortex, c'est notre cerveau rationnel. Il sert à quoi? Il sert à justifier toutes nos décisions. Rappelez-vous, Damasio dit, les émotions décident, la raison les justifie. D'accord. La raison, c'est le néocortex. Tout ce qu'on fait dans notre vie, toutes les décisions, que ce soit des décisions d'achat, des décisions de voter pour quelqu'un, sont faites par l'inconscient, justifiées par le conscient. Donc c'est le cerveau qui peut dire non dans la vente, dans l'acte d'achat. Et donc faut le rassurer, ce cerveau aussi. Donc ça veut dire que ton histoire, il faut qu'elle tienne la route. Et donc, à ce moment-là, on va aller chercher à montrer qu'on apporte de la valeur pour rassurer le néocortex, pour que le néocortex aille chercher quoi? Le budget. Et le néocortex, c'est celui qui va dire... Oui, parce que ça va, excuse-moi, je te coupe, mais ça va avec le fait que tu nous disais tout à l'heure que on a de moins en moins envie de fournir des efforts, donc il faut que ça en vaille la peine, et donc du coup, il faut mettre de la perception, il faut que la perception de valeur soit suffisante pour pouvoir aller chercher du budget, quoi. Oui, mais l'effort, c'est plus dans la compréhension des choses. Ah, d'accord. C'est-à-dire que plus, faut que ce soit simple pour que je comprenne. Oui. Faut que ce soit simple pour que j'achète. Et il faut que ce soit suffisamment, par contre, suffisamment de valeur pour aller ensuite
être un champion ou un prescripteur ou en tout cas Exactement. aider le vendeur Exactement. à aller vers le closing. Et donc, on a 3 types de valeurs. Allez. Valeur économique. Donc, Oui. soit je fais gagner de l'argent à mon client, Oui. soit je lui en fais économiser. Deuxième type de valeur, la valeur stratégique. La valeur stratégique, c'est indispensable pour mon client, mais il n'y a pas de ROI derrière. Je te donne un exemple. Une norme, une nouvelle loi, la cybersécurité par exemple. T'es obligé de te sécuriser. T'es obligé de te mettre aux normes RGPD. C'est une priorité, quoi, de toute façon. C'est indispensable et c'est pour ça que les entreprises qui sont sur ces créneaux-là ont de la vente, je dirais, beaucoup plus facile. Et oui. Parce que la valeur stratégique, elle est là. Et il n'y a pas de ROI. Donc, je suis obligée d'acheter cette solution parce qu'elle doit répondre à un besoin, typiquement l'innovation aussi, ça peut être. La sécurité. Okay. Oui, d'accord. Et la troisième valeur, qui est la valeur sur laquelle les décisions sont prises, parce que là, on revient aux reptiliens et aux limbiques, c'est la valeur personnelle. Qu'est-ce que tu m'amènes personnellement? Alors, quand je parle de valeur personnelle, je parle d'éthique. Hein. Je parle pas ce que tu m'amènes personnellement en dehors de mon travail. Oui. Dans mon travail. Non, mais que les choses soient claires. Parce dans que mes fonctions. Ça pourrait prêter à confusion. Et c'est là-dessus que la décision va se prendre et elle va justifier par la valeur économique et la valeur stratégique. La valeur personnelle, ça peut être quoi pour l'acheteur? Celui qui achète. Du gain de temps. Une promotion. Une reconnaissance. De l'argent supplémentaire s'il y a une promotion. Ok, ça peut être un équilibre vie privée vie professionnelle, de la sérénité. Grâce à toi, je vais dormir le soir. C'est toutes ces valeurs qui vont être le déclencheur du choix du fournisseur. C'est pourquoi on dit aux vendeurs, vous devez être des partenaires de la carrière de vos interlocuteurs. Exactement. De vos acheteurs. Exactement. Donc, le néocortex, c'est celui qui va dire non, donc il va potentiellement, si c'est pas logique. Lui, le néocortex, il héberge la logique et il héberge le langage. Rappelez-vous, le limbique n'a pas de langage. Et d'ailleurs, Simon Sinek le dit beaucoup dans son premier podcast de 96, donc 2 ans après les découvertes de Damasio, le gut feeling, quand il dit j'ai tous les chiffres, j'ai toutes les analyses, c'est parfait, c'est logique, mais il y a un truc que je sens pas. On le dit souvent dans notre vie. Vous rentrez dans une salle, vous connaissez personne, vous dites je me sens pas bien ici, les énergies. Ok? Moi, je travaille avec une énergéticienne depuis 4 ans. Tout est énergie. Tout est énergie. Et ça, c'est là. C'est le limbique. Et d'ailleurs, il y a des comment on fait pour aller chercher? Alors, comment on fait avec tout ça? Parce qu'il va falloir effectivement, on a bien compris, taper les 3 zones du cerveau. Le reptilien, le limbique et le néocortex. Qui sont donc le cerveau primaire et le néocortex. Et le néocortex qui nous différencie de l'homo néandertal et de l'homo habilis, qui nous différencie des animaux, qui est la partie intelligence rationnelle, qui peut, elle, effectivement, être supplantée parfois par l'intelligence artificielle. En synthèse, il faut avoir ces 3 intelligences, donc émotionnelles, situationnelles, rationnelles, qui sont gérées par nos 3 cerveaux. Donc le primaire, c'est reptilien et limbique, j'ai bien appris. Oui, et ensuite, le néocortex. C'est ça. Alors comment on fait pour activer ces 3 cerveaux en même temps? Parce que là, on s'aperçoit à quel point quand même il faut... c'est pas rien, hein, mine de rien, le commercial. Hein. Exactement. C'est pour ça qu'on appelle aussi la bande complexe. Pour moi, la bande complexe, c'est pas uniquement le multi-interlocuteur, mais c'est la multi-compétence. C'est toujours complexe. C'est toujours complexe. Même le transactionnel. Et exactement, mais pas dans le sens compliqué, dans le sens complexe, c'est-à-dire que avec des zones d'activation différentes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, et encore une raison pour laquelle il faut être hyper fier d'effectuer ces fonctions-là, c'est que c'est l'un des rares métiers qui demande aussi de développer énormément de soft skills, ce que l'on appelle les soft skills. Exactement. Donc, quels sont les stimuli que l'on peut activer, enfin auxquels on peut faire appel? Alors, comment activer? Il y en a 6. Cerveaux. Il y en a 6 des stimuli à activer. Et le premier, c'est parle-moi de moi avant de me parler de toi.
Et c'est pour ça que la vente est un métier extrêmement difficile, parce qu'il est contre-intuitif. Parce que le vendeur, il est un homo sapiens, comme un acheteur. Donc, il a envie de parler de lui. Eh ben, il doit pas parler de lui. Et c'est pour ça que c'est difficile comme métier. C'est un des métiers les plus difficiles au monde. C'est qu'on doit s'oublier. Comme les recruteurs. Exactement. Et d'ailleurs, Corentine, tu as une étude qui est sortie il y a une quinzaine d'années d'un cabinet de recrutement qui disait quand c'est le candidat qui parle le moins, quand c'est le recruteur qui parle le plus, le recruteur pense que le candidat est génial parce qu'il a pu parler de lui. Et donc, vous voyez que c'est très, très difficile la vente parce que c'est vraiment contre-intuitif. Donc, parle-moi de moi avant de me parler de toi. Donc, ce que je disais en introduction, tu mets du vous à la place du nous. Tu commences tes phrases par vous et tu mets 20% de nous dans une présentation et 80% de vous. Le deuxième stimuli du cerveau, et on revient sur l'effort, c'est un message contrasté. Contrasté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois rapidement, encore une fois, réduction de l'effort, rapidement comprendre en quoi tu es différent ou en quoi ma vie, elle va être différente avec toi ou sans toi. Pour regarder un peu les dentistes ou ceux qui vendent des actes de chirurgie esthétique ou des blanchiments des dents, souvent vous avez des photos avant-après. Avant-après, oui. C'est très contrasté. Et ben nous, on doit faire pareil. Avec ou sans ma solution, avant ou après ma solution, ou comment je me différencie de la concurrence. Mais très simplement. Donc, deuxième stimuli, le contraste. Troisième stimuli, il faut que j'ai un message tangible. Tangible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a montré qu'il fallait apporter et en tout cas expliquer la valeur qu'on apporte. Mais cette valeur, il va falloir la prouver. De la data. Pas forcément. Alors, il y a 4 grandes preuves. Oui, tu as raison, mais c'est pas la data qui arrive en premier. D'accord. Il y a 4 grandes preuves de valeur. La première, c'est le cas client. Pourquoi c'est effectivement la preuve qui est la plus impactante? Parce que on sait tous, un client qui vous vend, c'est fait. Il n'y a pas mieux qu'un client qui vous vend. Oui. Si tu me permets, j'explique pourquoi. Allez. Homo néandertal ou même Cro-Magnon d'ailleurs, quand il est dans la savane, quand il se balade dans la savane, qu'il est seul, c'est quoi le danger pour lui? C'est de se faire attaquer. Ouais, et donc le danger, c'est quoi pour lui? Le danger ultime? C'est de se faire tuer. Et c'est la mort. Exactement. Ah, la mort, d'accord. C'est la mort, tout à fait. C'est de se faire tuer. Donc la solitude égale la mort. Ok. Donc maintenant, on n'est plus sur le solitude égale la mort. En revanche, on a gardé la notion de protection en tribu. Donc, on se met en tribu. On l'a gardé en mémoire. On l'a gardé en mémoire. Donc, la tribu, elle protège, parce que même si on est attaqué, on sera en tribu. Et donc, qu'est-ce qui est le plus difficile à vendre par voie de conséquence? C'est quoi? C'est l'innovation. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Personne ne l'a fait avant. Et donc, on va se retrouver seul. Et c'est pour ça qu'il y a l'innovation est difficile à vendre. Et les gens qui innovent sont ceux qui, effectivement, avancent plus vite. Mais c'est parce que c'est eux qui ont le courage de se planter. Donc, on n'est plus sur la mort aujourd'hui, bien évidemment. Mais il faut être courageux pour faire des choses que les autres n'ont pas fait avant. Et ben, ça s'explique de notre histoire de l'humanité, à savoir la solitude égale la mort. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a de l'évangélisation, les cycles de vente sont longs au début. Ben oui, parce qu'on n'ose pas y aller. Exactement. Donc c'est pour ça que ta première preuve la plus impactante, c'est le cas client. La deuxième preuve, c'est la démonstration. Alors la démonstration, c'est pas une démo produit. C'est une explication imbattable. C'est une logique qui n'est pas contestable. Ok? C'est QFD. C'est QFD. Donc c'est un argument que ton client ne peut pas opposer. La troisième preuve, et tu l'as mentionné, c'est la donnée. D'accord. Et la quatrième, c'est la vision. La vision, c'est quoi? C'est je ne te connais, je n'ai pas de données parce que c'est nouveau. Donc j'ai pas de cas client non plus. En revanche,
Ça fait 20 ans que je travaille avec toi, Corentine, et donc parce que c'est toi qui parles, je vais te suivre. Et la vision, c'est comment tu m'amènes du point A au point B avec les étapes. Et ça fait 20 ans que je bosse avec toi, donc j'ai déjà la confiance. C'est ça. C'est là où on voit aussi 4 preuves pour avoir un message tangible. Et donc, c'est pourquoi aussi un commercial parfois que l'on débauche amène aussi, ses clients le suivent. Bien Parce sûr. que lui, il est bon et donc on suit le commercial et on travaille d'ailleurs avec une boîte plutôt qu'une autre souvent parce que le commercial. Et je sais que ça va faire du mal aux responsables produits qui m'écoutent, mais la différence, c'est pas dans la solution. La différence, c'est dans le vendeur. Et c'est exactement ce que tu dis. Si la différence était dans la solution, il n'y aurait pas de clause de non-concurrence chez les vendeurs. Parce qu'on sait très bien que les clients suivent le vendeur. Et tu fais la même chose avec ton coiffeur, tu fais la même chose avec ton dentiste. Tu suis la personne qui fait qu'avec toi, ton futur est meilleur. Quel que soit ce qui vend. Alors là, on était qu'au 3e stimuli. Exactement. Le 4e stimuli, c'est d'avoir un message qui est mémorable. Donc, comment on fait pour que les gens se rappellent de nous? On l'a dit tout à l'heure, on leur raconte des histoires, parce que ça va aller taper le limbique, les émotions. Je rappelle aussi que le limbique héberge la mémoire. Donc, il héberge la prise de décision, la loyauté, il n'y a pas de langage, et il héberge la mémoire. Donc tu me racontes une histoire et c'est pour ça que plus vous allez raconter des histoires, plus on va se souvenir de vous. On se souvient toujours des anecdotes, des histoires. Pourquoi? Parce que tu as eu une émotion. Dans ta vie, si tu n'as pas d'émotion, tu ne peux pas tu ne peux pas te souvenir, pardon. Tu ne peux pas avoir de mémoire. Toutes les choses dont tu te rappelles dans ta vie, c'est parce que tu as vécu des émotions négatives ou positives. Ok. Et tu pourras refaire un podcast sur le déni. J'expliquerai ce que c'est le déni. Le déni, c'est le refus d'avoir l'émotion. Ok? D'accord. Et donc, effectivement, mémoire, histoire et répéter. Ce qui veut dire que quand on apprenait nos tables de multiplication ou les conjugaisons, on répétait. Moi, j'ai fait du théâtre. Donc, j'ai répété mes textes pour m'en souvenir. Donc, c'est la répétition. Ce qui veut dire quoi pour le vendeur? Mon message principal, je le dis, au début, au milieu et à la fin. Je finis pas uniquement par mon message principal. Le cerveau de votre client, il va jamais se rappeler de tout ce qui s'est passé entre les deux. Oui. Il va se rappeler du début de l'entretien et de la fin de l'entretien. Et donc, c'est là que je marque. Au début et à la fin. 5e stimuli, et tu en as parlé tout à l'heure, tu m'as posé la question, il faut que ce soit visuel. Pour les mêmes raisons, il faut que ce soit facile. Donc, arrêtez de faire des slides avec des schémas qui ne sont pas compréhensibles. Pourquoi? Parce que pendant que votre client essaye de comprendre ou de lire ce que vous avez marqué sur votre diapositive, il ne peut pas faire 2 choses en même temps, même les femmes, Corentine. Et donc, du coup, il va pas vous écouter. Parce qu'il va se concentrer et il va se fatiguer. Et quand il se fatigue, il fait quoi? Le reptilien lui dit, oula, tu as consommé trop d'énergie, tu vas te rendormir. Ok? Et le 6e, les émotions positives. Donc, encore une fois, le storytelling. Donc, tu vois, le storytelling, il revient quand même pas mal de fois. Voilà les 6 stimuli à aller générer chez votre interlocuteur pour qu'il vous aime. Influencer le oui. Et effectivement, qui justifie le oui. D'accord. Oui, qui justifie le oui, effectivement. Ok. Donc, le travail du commercial, c'est de générer beaucoup plus d'émotions positives que négatives. Bien sûr. Mais en tout cas, générer de l'émotion. Tout à fait. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, pour en revenir à ce que l'on disait au début, aucune intelligence artificielle ne sait le faire. Elle va le savoir faire. Alors, il y a aujourd'hui effectivement des débats sur le fait que l'intelligence artificielle sait écrire des textes qui créent de l'émotion, qui peut écrire des histoires, etc. Sauf qu'aujourd'hui, je forme beaucoup de commerciaux. Aujourd'hui, tu le sais, toutes les semaines, je suis chez un client, on n'y est pas. Hein. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit et comme je viens aussi des achats, j'interroge aussi beaucoup d'acheteurs pour savoir ce qu'ils attendent des commerciaux.
bon, ils attendent pas de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ils attendent qu'on leur pose des questions, qu'on les écoute, qu'on s'intéresse à eux. Donc aujourd'hui, moi je dirais les commerciaux, utilisez bien sûr l'intelligence artificielle pour vous faire gagner du temps, bien entendu. pour aller Et justement magnifiques outils. chercher Oui. tout ce qui est irrationnel. Qui est votre client, c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses désirs, qu'est-ce qui fait qu'il se lève le matin et qu'est-ce qui fait que grâce à vous, il va encore mieux se lever le matin. Pour mieux se préparer, en fait. Pour mieux se préparer. Ouais. Et j'ai envie de conclure, si tu me permets, sur effectivement le why de Simon Sinek. Quand Simon Sinek, il parle du why, du how et du what, en disant qu'effectivement, si vous voulez inspirer les gens, Tu peux rappeler qui est Simon Sinek? Alors Simon Sinek, c'est un des grands gourous du marketing qui a inventé effectivement son concept du cercle d'or, de Golden Circle, où il met le why, le how et le what. Et j'ai envie de faire le parallèle avec le reptilien, le limbique et le néocortex. Et donc commencez par dire à votre client pourquoi vous vous levez le matin, parce que c'est pour ça qu'il va vous suivre. Ok? Donc arrêtez de dire ce que vous faites. On s'en fiche de ce que vous faites. Ce qui est très important, c'est d'expliquer ce que vous apportez à l'autre. Donc soyez tournés vers les autres, soyez curieux, authentiques, intéressez-vous. C'est un métier passionnant. Si on se concentre uniquement sur ces solutions, c'est pas très intéressant la vente, puisqu'on répète toujours la même chose. Ce qui est intéressant dans la vente, c'est d'apprendre de ce qui se passe de l'autre côté. Donc je dirais, oui, c'est contre-intuitif parce qu'il faut qu'on fasse abstraction de qui on est, mais en même temps c'est tellement passionnant et c'est pour ça que c'est une richesse phénoménale. Une richesse phénoménale et les meilleurs vendeurs sont des psychologues nés et ce sont des gens qui sont authentiques et qui sont tournés vers les autres. Donc je dirais que c'est ma conclusion. C'est une très belle conclusion qu'on va effectivement retenir. Et pour tous ceux que le sujet intéresse, donc les neurosciences au service de la vente, qu'est-ce que tu nous recommandes comme ouvrage? J'en ai cité quelques-uns. Il y a ici, j'ai envie de vous montrer ou podcast, La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. Damasio aussi a écrit un autre bouquin qui s'appelle La conscience de soi. D'accord. Spinoza avait raison. Il y a aussi le livre de mon confrère Frédéric Bonneton, La négociation émotionnelle. Dans lequel je me suis beaucoup retrouvée. Donc voilà, et puis lisez L'ère de la flamme, qui est pas là-dessus, mais on peut faire beaucoup de parallèles sur le fonctionnement justement de ce reptilien et la baisse de l'effort des nouvelles générations. Et évidemment, on peut aussi faire appel à toi parce que tu viens également faire des conférences dans les entreprises sur ce sujet. Tout à fait. Je suis conférencière et puis je mets aussi beaucoup de neurosciences dans les formations commerciales que je pense, effectivement. Donc avec plaisir pour répondre aux questions et de venir sensibiliser les équipes commerciales. Bon, on a passé un bon moment ensemble. Merci beaucoup, Carole, de nous avoir exposé tout ça. Et puis, j'ai envie de vous dire à bientôt dans un prochain épisode. Merci à vous.